Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yunge, co-docteur entrepreneur international. Je suis l'auditeur général du cabinet La Consult. Le cabinet La Consult, c'est un cabinet qui a été créé en 2011 et qui est spécialisé dans le renforcement des capacités, dans les audits, les formations, les assistances comptables, les assistances fiscales, l'analyse des données, la planification stratégique et beaucoup d'autres domaines. Comme qualification, j'ai un doctorat en entrepreneuriat international, j'ai un master en management des ressources humaines, j'ai un master en management stratégique et opérationnel, et j'ai aussi un master en négociation et direction d'équipe commerciale. Alors, dans cette présentation, je vais échanger avec vous la gestion de la formation au sein des organisations, pourquoi faut-il former le personnel, quel est le processus qu'il faut suivre pour former, ou quelles sont les étapes de la formation. Et c'est ça, en bref, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi faut-il organiser des formations, quel est l'intérêt de la formation. Et comme vous le voyez, la formation permet d'acquérir de nouvelles connaissances et elle permet aussi d'acquérir de nouvelles habiletés et d'acquérir de nouveaux savoir-faire pour l'individu ou pour l'apprenant. La formation contribue à une meilleure adaptabilité des salariés aux nouveaux postes ou aux nouvelles technologies. La formation favorise une meilleure coordination des tâches. La formation permet d'améliorer la qualité du travail et contribue à développer les nouvelles connaissances et les aptitudes des salariés. En fait, elle constitue une source d'opportunité pour un entrepreneur. Et comme vous voyez que la formation offre un grand avantage aux entreprises et la formation normalement doit être intégrée dans la stratégie de l'entreprise et doit être lié, comme vous le voyez, à la stratégie de l'entreprise. Quand on définit une stratégie d'entreprise, quand on définit les orientations stratégiques de l'entreprise, on devrait insérer, on devrait tenir compte ou on devrait insérer la formation, et puisque dans la prochaine puisque dans la stratégie de l'entreprise, probablement qu'on va acheter de nouvelles technologies, probablement qu'on va acheter de nouveaux équipements, probablement qu'on va par exemple réorganiser le travail. Tout cela nécessite de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles habiletés. Donc, vous voyez que la formation doit être liée à la stratégie de l'entreprise. Et puis, alors, quel est finalement le cycle de la formation? Tout d'abord, le cycle de la formation est constitué par l'identification. Vous commencez par l'identification et l'analyse des besoins en formation au sein de votre organisation. Et puis, vous procédez à ce qu'on appelle le design de la formation. Ensuite, vous allez faire la conception de la formation. Et puis, il y aura une phase de diffusion de la formation. Et puis, on doit procéder à l'évaluation de la formation tout en sachant qu'après la formation, vous devez appliquer ce que vous avez appris au cours de la formation dans le lieu de travail, c'est-à-dire le transfert des acquis de la formation sur le lieu de travail. Alors, voyons en bref le contenu de chaque phase. Quand on parle d'identification, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on parle de design de la formation, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, commençons par l'identification et l'analyse des besoins. On doit bien identifier la problématique sous-jacente à chaque besoin de formation. Il faut bien identifier les causes de la problématique. Il faut noter qu'il doit y avoir une relation entre l'écart de performance observé et le manque de compétences. Il faut vous poser la question pour savoir si le fait de ne pas atteindre la performance est dû au manque de connaissances. La formation il faut poser la question aussi de savoir si la formation constitue le seul moyen de résoudre ce problème. Il faut voir aussi si la formation envisagée est alliée direct avec les activités de l'organisation. Et aussi, il faut voir que l'écart de performance observé ne résulterait pas d'un problème organisationnel. Et tout cela, ce sont des questions que vous devez vous poser avant de déterminer les besoins réels de l'organisation. Et puis, ou bien la formation peut être liée, comme je viens de le mentionner, aux objectifs stratégiques de l'organisation, mais ça peut être aussi des souhaits exprimés par les individus. Vous voyez que lors de l'évaluation à la fin de l'année, le supérieur hiérarchique constate peut-être qu'il y a une non-atteinte, que l'employé n'a pas atteint
ses objectifs et puis il va lui poser la question de pourquoi alors vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous n'avez pas atteint les performances demandées ou bien les objectifs fixés ou bien le rendement fixé. Alors parmi les causes, alors identifiées ou les causes soulevées par l'employé qui sont à la base de non-atteinte des objectifs, là, il peut soulever qu'il y a, ou bien il peut mentionner qu'il y a manque de connaissances. Et alors, vous voyez qu'au niveau individuel, là, il faut poser là, la question, quel est le type de formation que vous aurez besoin, qui vous permettrait d'améliorer vos performances. Alors, vous voyez que là, nous sommes face à un problème de manque de compétences, de non-atteinte des résultats. Nous sommes face à un problème de non-atteinte aux résultats ou de non-atteinte aux objectifs. Et puis alors, mais parmi les causes, on a mentionné qu'il y a manque de connaissances, donc manque de savoir-faire. Et puis, tout comme les causes peuvent résulter d'une mauvaise organisation de l'organisation, manque de matériel, ou bien manque de temps, ou bien manque de matière, etc. C'est pourquoi alors la formation, le besoin de formation interviendra lorsque on aura mentionné qu'on n'a pas atteint le niveau de performance souhaité suite au manque de connaissances. Donc voilà les amis, ça c'est l'étape de l'identification des besoins de formation, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de l'organisation. Et puis, la deuxième phase, on a parlé du design de la formation. Alors, à cette étape, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à cette étape qu'on élabore une stratégie de formation qui permettra de combler les cadres de performance identifiés à l'étape d'identification des besoins en formation, donc l'étape précédente. À l'aide d'un tableau de synopsis, on peut répondre aux questions suivantes. Pourquoi faut-il former? Que révèlent les résultats de l'analyse des besoins? Quoi? Quelles compétences la formation cherchera-t-elle à développer? Pour qui? Quelles sont les particularités de l'organisation cliente qui vont influer sur la formation? Et puis quelles sont les principales caractéristiques des personnes qui visées par la formation? Ça, c'est par exemple pour montrer le profil. Si la formation la formation va regrouper des gens de profils différents, il faut quand même l'identifier. Par exemple, au niveau de la formation, le formateur saura comment se prendre, il saura comment adapter le langage, si les participants de la formation ont des profils différents. Et puis, au niveau des spécificités de l'organisation et donc c'est pour pouvoir répondre aux besoins réels de l'organisation parce qu'on peut participer dans une formation et la formation est de l'ordre général et elle ne répond pas exactement aux spécificités de l'organisation. C'est pourquoi normalement quand on fait le design, on devrait mentionner les points essentiels sur lesquels porter la formation pour que lors de la constitution du modèle de formation, le formateur tienne compte de ces points-là, de ces spécificités de l'organisation. Donc voilà, ça c'est la phase de design de la formation. Et puis au niveau de la troisième phase, le responsable de la formation peut procéder à la conception du matériel pédagogique. À cette étape, il faut bien définir avec précision les objectifs d'apprentissage. Là, les amis, c'est très important. Il faut bien définir les objectifs de l'apprentissage à ce niveau-là et c'est ça qui vous permettra de réaliser l'évaluation lors de la phase de l'évaluation, par exemple, à froid, donc après un certain temps, après le retour de l'apprenant sur le lieu de travail, pour voir si réellement les objectifs qu'on a fixés ont été atteints ou pas. Quels sont les objectifs de la formation en termes de nouvelles connaissances ou de nouvelles habilités à acquérir? Ça veut dire quoi? À la fin de la formation, qu'est-ce que vous voulez que l'apprenant soit à mesure de faire qu'il ne faisait pas avant? S'il faut, par exemple, être à mesure de saisir rapidement les opérations, ça suppose que le problème qui avait été identifié, c'était le problème de saisie rapide ou de production de rapports. Ça veut dire qu'en termes d'objectifs, il faut que l'apprenant soit à mesure de saisir rapidement et les opérations, ça veut dire en termes de production de rapports, donc le nombre de jours de production de rapports normalement, par exemple, sera réduit. Et puis, quels sont les résultats attendus? L'apprenant sera à mesure de faire quoi qu'il ne faisait pas avant. C'est ça. Donc, s'il commettait trop de fautes, il faut mentionner que les fautes doivent diminuer, doivent être éliminées. Ou bien s'il y avait des délais de retard, ça veut dire qu'il doit apprendre des habiletés lui permettant de réduire les délais de retard de production des rapports. Et puis, une bonne définition, donc il faut noter qu'une bonne définition des objectifs de la formation va conditionner l'évaluation de la formation. Donc, c'est une étape, normalement, selon mon expérience. Moi, je viens de passer 13 ans
dans le renforcement des capacités, mais quand je demande de participer, j'ai appris que c'est une phase qui n'est pas réalisée, la phase d'évaluation de l'impact de la formation. Donc, je vous invite de le faire et quand vous avez envoyé des gens en formation, il faut essayer d'évaluer l'impact de cette formation. Et puis, alors, l'autre étape, c'est la phase de la diffusion de la formation. Ça, c'est la responsabilité du formateur, justement, qui va animer la formation. La responsabilité du formateur est bien sûr de se préparer personnellement, mais aussi de veiller à ce que les aspects logistiques tels que la préparation de la salle, la préparation des participants, la préparation du matériel pédagogique, la préparation du matériel didactique, tout ce qui est logistique, pause café, tout déjeuner s'il y en a, il faut que ça soit pris en main adéquatement avant la tenue de l'activité de formation. Il y revient au formateur de guider la séquence logique et cohérente des phases de l'activité de formation, telles que l'ouverture de la formation, le déroulement de la formation, la clôture de la formation et, le cas échéant, le suivi post-formation si besoin y est. Il faut aussi diffuser une activité de formation, revient notamment à animer. Il faut que le formateur soit en mesure d'animer, à expliquer et adapter, à démontrer et de faire et à questionner pour voir si réellement les participants ou les apprenants ont compris ce qu'il est en train d'enseigner. Donc voilà, ici normalement au niveau de la diffusion, c'est vraiment la responsabilité du formateur. C'est pourquoi il faut faire attention dans le choix du formateur, voir s'il est capable de réaliser tout ça, il animer l'équipe, gérer les problèmes de gestion d'équipe, parce que vous voyez quand c'est une équipe qui va en formation, donc il faut que le formateur soit en mesure de bien gérer cette équipe, de gérer même les tensions qui peuvent naître avec les avis différents. Il peut y avoir des tensions donc, ou des conflits. Et puis l'autre étape, c'est vraiment l'étape d'évaluation. C'est là où je vous dis que il faut faire attention. Il faut intégrer dans votre processus l'élévation de la formation. Et on va voir qu'il y a différents niveaux. Ici, pour vraiment bien comprendre le processus d'évaluation, il faut vous référer au modèle de Donald Kirkpatrick de 1950. C'est un modèle d'évaluation de la formation vraiment qui est très largement utilisé, dans les organisations. Si vous tapez sur Internet, et je vais essayer de vous montrer les questions, le modèle en soi après la présentation. Et puis ici, on vous dit qu'on peut évaluer dans un premier temps, on peut mesurer la réaction des apprenants par rapport à l'activité de formation. Alors, vous voyez qu'à ce niveau-là, ça permet au formateur de s'évaluer. Donc là, on évalue principalement le formateur, la façon dont il a dispensé la formation, et ça permet normalement de s'évaluer. Et cela, le résultat de cette évaluation va lui permettre de s'améliorer ou d'améliorer sa méthodologie dans les prochaines formations. Et puis, autre chose, on peut évaluer les apprentissages en vérifiant d'abord les connaissances acquises par un examen, par exemple, ou bien évaluer aussi les capacités d'appliquer une nouvelle méthode de travail par un test pratique, donc donner des cas pratiques pour voir comment ces cas pratiques sont résolus et puis aussi voir comment ils ont assimilé les connaissances acquises. Donc, on dit qu'on peut donner un examen, on peut donner des exercices pratiques, travaux de groupe, etc. Et puis, dans un troisième temps, il peut s'avérer pertinent de vérifier si les apprenants utilisent adéquatement la nouvelle méthode une fois de retour dans les milieux de travail. Ici, vous voyez que c'est la partie là quand j'ai mentionné de suivi post-formation. Il faut voir si réellement c'est les apprenants mettent en application les acquis de la formation, les connaissances acquises de la formation. Et on va voir ici, dans la partie qui va suivre, qu'il y a des obstacles à la mise en application des acquis de la formation. On va voir les différents obstacles, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit de la part de l'apprenant, ou bien que ce soit au niveau de la part du supérieur hiérarchique. Et puis, dans ce cas, l'objectif est d'évaluer le degré auquel les apprenants transfèrent les apprentissages. Donc, vous voyez qu'on est parti en formation, mais on est parti pour acquérir de nouvelles habiletés qui soient utiles à l'organisation. C'est pourquoi il faut évaluer si réellement on est en train de transférer les acquis de la formation sur le lieu de travail. Finalement, il est possible de calculer aussi la rentabilité de la formation en analysant alors ses effets sur la performance de l'organisation. Donc, avant de voir les erreurs, je peux juste vous montrer le modèle d'évaluation tel qu'il a été développé par Kirkpatrick. Je vous ai parlé de lui. Voilà, lui, il part du premier niveau.
Par de la satisfaction des participants, cette évaluation permet de mesurer si les conditions sont appropriées à l'apprentissage. Et puis, au deuxième niveau, c'est d'évaluer les apprentissages. Donc, ça permet de repérer et de mesurer l'apprentissage acquis et la progression réalisée, etc. Et puis, donc, ici, à ce niveau, ça aurait été mieux normalement de faire passer un test avant la formation et de voir un autre test après la formation. C'est vraiment une meilleure façon de voir si les gens progressent. Et là, ici, on va faire recours au test statistique pour voir s'il y aurait un changement statistiquement significatif. Si vous passez par exemple un test avant la formation et puis vous passez un autre à la fin de la formation, il y a lieu d'évaluer s'il y aurait eu un changement significatif. Par exemple, quand vous utilisez la corrélation et puis alors, si vous regardez s'il y a une trop forte corrélation, le coefficient de corrélation est fort, donc là, il n'y a pas vraiment de changement significatif. Mais s'il n'y a pas de corrélation, là, alors vous allez conclure qu'il y a eu un changement statistiquement significatif ou bien tout simplement aussi, vous pouvez utiliser un test de moyenne pour l'échantillon à parier. Donc, le test de comparaison de moyenne pour l'échantillon à parier vous permet aussi pour voir si les deux moyennes, la moyenne d'avant la formation et la moyenne d'après la formation, s'il y aurait une différence statistiquement significative. Donc, quand on compare les deux moyennes, la moyenne d'avant la formation et la moyenne d'après la formation. Et puis, le troisième niveau, c'est de constater l'atteinte des objectifs au travers des comportements professionnels réels et mis en œuvre. Donc, ça, c'est le transfert des acquis de la formation au lieu de travail. Au quatrième niveau, alors, on a scindé en deux. Donc, on peut évaluer l'effet sur le fonctionnement des organisations en termes de performance. Donc, ici, on dit qu'il faut évaluer l'impact attendu et non attendu de la formation sur le projet et les objectifs de l'association, de l'entreprise. Était-ce utile? Mais aussi, on peut évaluer l'effet de la formation sur le parcours des individus. Et là, on essaie d'évaluer l'impact de la formation sur le parcours professionnel et personnel des individus. Donc voilà, ça, c'est le modèle de Kirkpatrick. Donc, s'il faut vraiment évaluer la formation, il faudra songer au modèle de Kirkpatrick. Et puis, au niveau des questions posées, alors qu'il faut poser lors de l'évaluation de la formation, voilà alors l'ensemble des questions tel que proposé par justement Donald de Kirkpatrick en 1952. C'est un modèle qui est toujours valable, qui est utilisé. Vous voyez qu'il y a toute une série de questions qu'on peut poser, donc sur l'évaluation à chaud, l'évaluation juste après la formation. Donc ici, au niveau du contenu de la formation, ça veut dire que les répondants vont se prononcer tout à fait en d'accord, tout à fait en désaccord, ni en désaccord ni en accord ni en désaccord, et puis accord est tout à fait en accord. Et au niveau des objectifs des objectifs et contenus de la formation, ça veut dire que chaque répondant doit se prononcer sur ces différents énoncés. Le participant doit mentionner soit qu'il est d'accord ou bien en désaccord ou tout à fait d'accord. Autrement, c'est comme si on posait, est-ce que les objectifs de la formation étaient-ils clairs et précis? Donc, c'est à vous de dire tout à fait d'accord, en désaccord, etc. Est-ce que le contenu de la formation correspondait à mes besoins et à mes préoccupations? Donc, c'est à vous de répondre à mes tâches si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que les objectifs ont, à ton avis, été atteints? Donc, ici aussi, vous mentionnez. Et puis, il faut au niveau de méthodologique, c'est là où je vous ai dit que l'appréciation HO permet en fait au formateur de s'améliorer. Ici, vous voyez au niveau méthodologique, est-ce que les techniques d'enseignement utilisées ont favorisé l'apprentissage? Donc, si vous êtes d'accord, vous mentionnez. Et il y avait un beau, disons, je vais voir comment augmenter la taille pour que ça soit un peu visible comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça commence par ici. Donc, il y a lieu de voir le contenu de ça. Et vous voyez qu'au niveau méthodologique, là, on va évaluer. Il y avait un bon équilibre entre la théorie et la pratique. La documentation était bien rédigée, ainsi de suite. Et puis, autre côté ressources, le formateur était bien préparé et organisé. Le formateur avait une bonne connaissance du sujet, ainsi de suite. Vous voyez, donc tout ça. Et puis, au niveau du groupe et participants, les échanges entre les participants étaient riches
en information et ont contribué. Ça, c'est quand il y a échange d'expérience, quand vous formez par exemple une formation qui regroupe des organisations diverses. Là, vous voyez que les échanges peuvent s'enrichir, vous pouvez vous enrichir mutuellement. Et puis, côté organisation, vous voyez aussi qu'il y a des questions qu'il faut poser. Côté apprentissage, alors voilà, cette formation m'a permis d'accroître mes niveaux de connaissances et de compétences. Les compétences enseignées peuvent être directement appliquées dans mon travail. Là, c'est très important parce que des fois, comme on va le voir parmi les erreurs de formation, on peut envoyer quelqu'un en formation alors que les connaissances qu'il va apprendre ne seront pas applicables sur le lieu de travail. Alors que dans le principe de formation des adultes, les adultes apprennent mieux lorsqu'ils apprennent des choses qui sont liées à la vie quotidienne, aux activités quotidiennes. Donc ici, vous voyez aussi qu'on peut voir s'il va appliquer. Je compte mettre en application mes nouveaux apprentissages dès mon retour au travail. Je sens que j'aurai l'appui de mon supérieur immédiat pour mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc, vous voyez que ici, on va voir au niveau des obstacles, justement. Alors, voilà, au niveau de l'appréciation globale. De façon globale, je suis très satisfait de cette formation. Cette formation était nécessaire pour votre organisation. Ici aussi, la réponse va influencer et va vous permettre de voir les participants, le profil des participants, si réellement ce sont ces participants qu'il fallait ou bien d'autres participent. Je recommanderais cette formation à mes collègues, etc. Donc, voilà, les amis, ça, c'est le modèle de Click Patrick. S'il y a une recommandation, une proposition générale ou un commentaire, donc il faut alors le faire ici. Donc voilà, je continue. C'était juste pour vous montrer les modèles d'évaluation et vous montrer aussi un questionnaire que vous pouvez utiliser qui a été développé par Click Patrick. Donc voilà, maintenant nous allons voir les erreurs de conception de la formation qu'il faut éviter. La première erreur, c'est la logique de la récompense. On n'envoie pas quelqu'un en formation pour lui donner une récompense. C'est pas un cadeau qu'il faut lui faire plutôt qu'il faut lui donner. Non, on envoie quelqu'un en formation puisqu'il a un manque, il y a un manque de connaissances, il a un besoin à combler en termes de nouvelles connaissances, en termes de connaissances. Il s'agit de la formation cadeau ou formation bonbon accordée aux plus méritants, qui sont paradoxalement les plus performants. Puisque vous avez atteint votre niveau de performance, puisque vous avez réalisé vos performances, alors il faut partir en formation. C'est comme si on lui donnait un cadeau. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, les amis, il faut faire attention avec ça. Autre règle, c'est la logique du catalogue. Il s'agit de la formation avantage acquis. Selon cette logique, chaque employé a droit à de la formation en fonction d'un nombre d'heures prédéterminé. Ce droit permet à l'employé de s'inscrire à ce qui l'intéresse. Il faut vraiment bien comprendre ici. Comme c'est un droit, l'employé va s'inscrire dans la formation qui l'intéresse et non pas nécessairement ce qui est nécessaire pour l'organisation. Donc voilà, si c'est le cas, si nous revenons sur notre questionnaire, est-ce que vous allez appliquer les acquis de la formation sur le lieu de travail puisqu'il a choisi une formation qui l'intéresse? Vous voyez que la réponse est non. C'est un désaccord. Puisque, par exemple, si quelqu'un veut quitter l'organisation, il veut acquérir juste des connaissances qui seront utiles à l'organisation où il envisage d'aller. Vous voyez qu'il va choisir des formations qui sont liées au nouveau poste qu'il va occuper. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention dans l'analyse des besoins en formation et voir si les formations souhaitées sont en lien direct avec ce que fait l'entreprise. Autre erreur qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle la logique du saupoudrage ou dispersion. Selon un principe de démocratisation, on cherche à répondre à toutes les demandes de formation sans faire un exercice de priorisation en fonction des besoins de l'entreprise. Afin de ne pas déplaire à personne, le budget de formation est alors divisé et disséminé en parties égales dans tous les niveaux de l'organisation, dans toutes les directions, tous les départements, tous les services. La conséquence principale d'une telle façon de procéder est qu'aucune des activités initiées ne se trouve à avoir un réel impact parce qu'on va partir justement de la formation juste pour participer puisqu'il y a l'obligé, il faut aller en formation, mais attention, quand il faut évaluer l'impact alors ou quand il faut voir l'application des acquis de la formation, alors ça sera ni au niveau de l'impact
Ça sera nul. Et puis la logique diligence, c'est la formation panique qui est mise sur le pied à la hâte pour régler une situation de crise. Donc voilà, et ça aussi, ça peut nuire à ce principe de l'organisation de formation que nous sommes en train de voir, ces étapes de l'organisation de formation que nous sommes en train de faire. Et puis, maintenant, nous venons de voir les étapes de formation, les 5 étapes de formation. Maintenant, quels sont les obstacles qui empêcheraient que lorsqu'on est formé, on n'applique pas ce qu'on a appris sur le lieu de travail, au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qui empêche d'appliquer ce qu'on a appris dans l'entreprise, de retour à l'entreprise? Donc, voilà les obstacles au transfert des acquis de la formation. Les premiers obstacles sont liés à l'apprenant. Soit l'apprenant ne voit aucun bénéfice à mettre en pratique la nouvelle compétence, ou il considère que les désavantages sont plus grands que les bénéfices. 2. Soit l'apprenant n'a pas le sentiment qu'il maîtrise suffisamment la compétence acquise, soit l'apprenant n'a pas l'information pour déterminer s'il utilise ou non avec l'efficacité la nouvelle compétence, soit l'apprenant n'a pas réussi à mettre en pratique la nouvelle compétence, il a tenté de le faire, mais a subi un échec. Soit l'apprenant ne voit pas l'application pratique qu'il pourrait faire de la nouvelle compétence. Donc, c'est lorsque vous avez envoyé une personne qu'il nous faut. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention à regarder si l'information demandée est liée à ce qu'il fait. Et puis, les concepts et les valeurs qui sous-tendent la nouvelle compétence sont incompatibles avec les propres croyances de l'apprenant. Donc, vous voyez, au niveau du choix des participants, au niveau des profils, donc vous voyez que c'est très important. Et puis au niveau aussi, ce qui peut empêcher l'application de nouvelles connaissances, aussi il y a le supérieur immédiat. Soit le supérieur immédiat n'encourage ni ne valorise pas la mise en pratique de la nouvelle compétence, soit le supérieur immédiat n'est pas un modèle à suivre, lui-même n'utilise pas la nouvelle compétence. Le supérieur immédiat n'apporte pas d'aide ni de soutien à la mise en application de la nouvelle compétence, même si l'apprenant lui a fait la demande. Donc, vous voyez que ça, c'est un problème de supervision. La supervision aussi, vous voyez que c'est une, je dirais, c'est une tâche importante au niveau de la supervision, au niveau de la traductivité, au niveau de la mise en application des acquis de la formation. Côté environnement de travail, soit il y a plusieurs obstacles, par exemple manque de temps ou de ressources, environnement physique inadéquat, procédures et politiques conflictuelles et manque d'encadrement, qui viennent nuire à l'application de nouvelles compétences, soit l'apprenant ne reçoit aucun ou très peu de feedback sur ce qui résulterait de la mise en application de la nouvelles compétences, soit l'utilisation de nouvelles compétences n'entraîne aucun avantage ou bénéfice précis ou, pire encore, entraîne des conséquences négatives pour l'apprenant, système d'intéressement et de rétribution inadéquat. Donc voilà les amis, je pense qu'on a essayé de boucler tout ce qui a rapport avec la gestion de la formation. Et ici, je vous ai même montré le modèle d'évaluation de la formation. Ça, c'est l'évaluation à froid, donc on met l'évaluation. Donc après 6 mois d'application des acquis de la formation, c'est là où on va faire l'évaluation de l'impact si réellement l'apprenant a compris ou n'a pas compris. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas de la partager avec les autres qui seraient intéressés ou qui sont impliqués dans la gestion des ressources humaines. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite de vous abonner sur notre chaîne. Si vous regardez notre chaîne, il y a beaucoup de formations, notamment les formations à rapport avec la prise de décision, l'optimisation des ressources de l'entreprise, tout ce qui est optimisation des profits, tout ce qui est lié aux recherches, la conduite des analyses statistiques et aussi tout ce qui est lié à l'Excel avancé. Donc voilà les amis, je vous remercie pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.